Il y a quelques emails dans la nouvelle série Epstein qui sont vraiment drôles. Larry Summers, qui est comme la manifestation physique parfaite de la laideur de son âme, demande des conseils de drague à Jeffrey Epstein et drague des étudiantes qu'il essaie de fréquenter. Il y en a un du genre. Il a déjà fait souffler Bubba de Mark Epstein à Jeffrey Epstein. Et puis il y a des tonnes d'emails de Noam Chomsky, parce qu'il y en a un où Chomsky vient juste de m'appeler. Il est en prison. Il est avec Lula en prison. Et ils viennent m'appeler de là-bas. Lula da Silva. Oui, parce que je crois que la nouvelle femme de Chomsky était amie avec Lula. Désolé, Noam Chomsky a été. Non, il est simplement allé rendre visite à Lula en prison et a appelé Jeffrey Epstein pendant qu'il s'y trouvait, afin qu'Epstein puisse parler à Lula. Waouh, qu'est-ce que tu... Waouh. Je veux dire, je connais Noam Chomsky. Enfin, il n'a cessé de le nier. Tu sais qu'il y a eu une relation importante. J'ai presque pas envie de spéculer. Oui, je veux dire... Oh oui. Chomsky a publié cette longue lettre expliquant pourquoi il connaissait Epstein et en gros disant aux gens que c'était une relation totalement légitime. Bien qu'Epstein aidait à gérer l'argent de Chomsky, cela se termine d'une manière vraiment maladroite pour quelqu'un qui est un maître des mots et du langage, Chomsky. Je veux dire, c'était l'un des plus grands spécialistes de la linguistique. Et cela se termine par « Il est rapidement devenu un ami très estimé et une source régulière d'échanges et de stimulation intellectuelle. » Genre, pourquoi fallait-il ajouter « et de stimulation » ? Échange et stimulation intellectuelle auraient suffi, mais stimulation reste là, tout seul, comme dernier mot. C'est incroyable. En fait, j'ai pas encore eu l'occasion. Ma copine m'a dit qu'elle programme et elle a expliqué qu'elle avait développé un code pour parcourir les emails d'Epstein. Mais je n'ai pas encore eu la chance d'utiliser l'outil. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Des emails d'Epstein. Ouais. Je suppose que c'est l'email de Trump, mais on savait déjà pour Chomsky. Par exemple, quand je faisais la première partie de Jimmy Dore, je crois que dans mon premier sketch, j'avais tout un passage sur Chomsky et Epstein. Et j'ai dit, tu sais, ça donne un nouveau sens à la fabrication du consentement. C'était un peu une chute évidente. Ouais. Mais tu sais, Donald Trump, je pense que tu sais, les gens. Il y a cet email de Tom Barrack où Epstein a dit « Envoie-moi une photo de toi et de l'enfant. Je veux sourire. » Il faisait probablement référence à son petit enfant. Je ne pense pas qu'il voulait dire « Envoie-moi une photo nue d'un garçon » ou quelque chose comme ça. Mais qui sait? Et tout le monde choisit l'interprétation la plus grave possible, parce que ces gens sont la lie de la Terre. Tu sais, je regardais MSNBC, qui je crois va bientôt s'appeler simplement MS, genre ce soir ou demain, et ils parlent d'Epstein sans arrêt, évidemment. C'est tellement drôle de voir comment ils essayent de marcher sur cette ligne très fine où ils disent « Oui, maintenant cela implique Trump, et nous prenons cela très au sérieux. Mais c'est aussi une théorie du complot. » Et ils ont passé les 5 dernières années à dire « Nous ne voulons pas entrer dans les histoires de théorie du complot autour d'Epstein, mais maintenant ils veulent parler d'Epstein ce soir, parce que c'est crucial pour la politique. » Ouais, mais c'est quoi ce bordel? Oui, je veux dire, c'est incroyable. CNN fait un peu la même chose. Ils veulent présenter ça de manière partisane. Mais Epstein, c'est une mise en accusation d'une élite décadente qui s'étend à travers le duopole des grandes entreprises. Et cela devrait inciter les gens à être plus politiquement indépendants. Je pense que c'est l'une des leçons à en tirer. Si les démocrates étaient au pouvoir, les républicains s'en empareraient
Et Kash Patel serait l'un des principaux militants juridiques. Dan Bongino taperait du poing sur la table dans l'un des réseaux d'entreprises artificiellement populaires où il a son podcast, exigeant qu'il publie les dossiers. Et Kamala Harris, ou quiconque serait en fonction, Malia Obama, peu importe, ne publierait pas les dossiers parce qu'ils impliqueraient Bill Clinton, qui est toujours en vie. Oui. Oui. Et tu sais, c'est vraiment remarquable de voir à quel point tant de choses dont nous parlons depuis des années et des années deviennent soudainement à la mode. Évidemment, les gens parlent d'Epstein depuis longtemps, on nous traitait de fous, tu vois, etc., etc. Les gens parlent de trafic sexuel et de ces genres de réseaux de chantage. Je veux dire, ça va au-delà d'Epstein. Il y a eu des problèmes, des cas comme celui-ci, sous l'administration Reagan. Et, tu sais, je veux dire, tu en as parlé. Tu en sais probablement un peu plus là-dessus. Mais tu sais, Bugsy Siegel et Meyer Lansky et tout le crime organisé, je veux dire, cela a joué un rôle énorme en politique. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment à quel point il est difficile de séparer la politique du crime organisé. Tu sais, je pense vraiment qu'Epstein est une partie intrinsèque très importante pour comprendre la politique. Évidemment, il y a des gens qui attribuent tout à ces cercles un peu nébuleux, mais cela révèle quelque chose de très important sur la manière dont la politique est menée. On pourrait dire la même chose, évidemment pas au même degré, mais en observant la façon dont la politique new-yorkaise s'est déjà mise en marche et la direction qu'elle prendra probablement, compte tenu de ce que nous savons sur l'industrie immobilière, le pouvoir du NYPD et tout le reste. L'idée, c'est que la politique se fait en grande partie à huis clos, autour d'un dîner, d'un verre, dans des manoirs, et non pas dans ce que nous voyons à la télévision.